Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les Nations Unies veulent voir clair sur les heurts ayant conduit au décès de dizaines de personnes civiles dans le chaudron de la crise anglophone en exigeant l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette escalade des tensions et violences meurtrières dans le nord-ouest et sud-ouest. Le ton de cette instance internationale et sa pression morale peuvent-ils faire plier le pouvoir de Yaoundé? Analyse et décryptage à suivre en ouverture de ce journal. Leurs conditions de travail sont à l'image du tableau noir sur lequel ils partagent leurs connaissances avec des élèves. La précarité des enseignants suscite un grand malaise social au Cameroun. À la veille de la journée mondiale des enseignants, vous verrez dans ce journal comment l'autonomisation de ces travailleurs reste une équation à mille inconnus. Et autre titre phare du 20h, l'avenir du franc CFA se joue à Paris où 14 ministres des finances des pays africains ayant la monnaie franc CFA en commun se retrouvent autour du ministre français de l'économie pour discuter de l'avenir du franc CFA. À cette occasion, Equinox Télévision donne la parole ce soir au gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il s'exprimera ce soir sur Equinox Télévision. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ces heurts ayant conduit au décès de dizaines de personnes dans le chaudron de la crise anglophone préoccupent chaque jour. L'Organisation des Nations Unies et son secrétaire général prescrit au gouvernement camerounais d'ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette escalade des violences meurtrières survenues le 1er octobre 2017 dans les principales villes du nord-ouest et sud-ouest. Cette demande de l'ONU est perçue par des avocats de renommée internationale comme une pression morale pour faire plier le pouvoir de Yaoundé afin d'en savoir davantage sur les auteurs de ces violences survenues le 1er octobre 2017. Mitterrand Dam et Étienne Pascal Azégué. Les échos des récents événements qui se sont produits dans la zone anglophone le 1er octobre dernier sont parvenus jusqu'aux Nations Unies, au point où son secrétaire général, par le biais de son porte-parole, a souhaité qu'une enquête soit ouverte. Si la démarche d'Antonio Guterres n'est pas contraignante sur le plan juridique pour le Cameroun, elle pourrait par contre avoir des répercussions sur la diplomatie de notre pays. Et je pense que la demande de clarifier cette situation est une demande qui est non seulement amicale, mais elle est juste et peut permettre, n'est-ce pas, que nous sortions vers ce dialogue inclusif que tout le monde demande. Et nous espérons que les autorités camerounaises vont tirer les conséquences rapidement en déclenchant des enquêtes pour ce qui nous concerne judiciaire, pour qu'on établisse de manière claire quelle est l'origine de ces violences. Ce dernier poursuit d'ailleurs son analyse en indiquant que ceci rentre dans les us du droit international. En droit international, les Nations Unies ont des façons d'intervenir. Vous avez l'Assemblée générale, vous avez le Conseil de sécurité. Lorsque l'Assemblée générale prend une résolution, la règle en droit, c'est que cette résolution n'est pas contraignante. C'est un peu comme un appel à la conscience des uns et des autres. Le secrétaire général est là pour rappeler la conscience des dirigeants du monde. Depuis le déclenchement de la crise anglophone, le Cameroun a tous les projecteurs du monde braqués sur lui. Les résultats de l'enquête, demandés par le secrétaire général des Nations Unies, sont une opportunité également de blanchir son image aux yeux du monde. Le Cameroun a intérêt à faire cette enquête rapidement pour que nous sachions qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, pour rassurer nos partenaires internationaux, dont l'ONU en particulier, et pour montrer que l'état de droit au Cameroun est maintenu et qu'il y a une transparence dans la manière dont les enquêtes sont menées. Il y a aussi le fait que le Cameroun, en ne respectant pas cette proposition du secrétaire général de l'ONU, s'expose. Certains pays tels que le Soudan peuvent d'ailleurs servir de cas d'école. On a vu que par le passé, dans certains États, le fait que ces États aient boudé les positions des Nations Unies, ça allait même jusqu'à la partition. Je pense notamment au Soudan, jusqu'au mandat, n'est-ce pas, qui a été décerné contre le président de ce pays, mandat qui court toujours au demeurant. Et donc, il ne faut pas prendre à la légère, n'est-ce pas, les mises en garde, on va dire ça comme ça, du secrétaire général des Nations Unies, parce qu'avant de prendre une position, il consulte. Dans ce même communiqué, où le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies
réclame une ouverture d'enquête pour les événements survenus le 1er octobre dernier. On note également qu'il dit prendre note de l'appel du dialogue lancé par les autorités et encourage les représentants de la communauté anglophone à saisir cette opportunité dans leur recherche de solutions aux griefs de la communauté dans le cadre de la constitution camerounaise. Cette dégradation du climat socio-politique dans les régions du nord-ouest et sud-ouest risque à coup sûr de porter atteinte à la situation des droits de l'homme au Cameroun. À cet effet, la société civile monte au créneau pour faire des recommandations à intégrer dans le rapport final de la Commission nationale des droits de l'homme et de protection des libertés. Emmanuel Diop et Guy Zogo. En avril 2018, le rapport du Cameroun sur les droits de l'homme sera examiné par les Nations Unies dans le cadre de l'examen périodique universel, EPU. Avant d'y arriver, des consultations sont menées par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour enrichir le dit rapport. La société civile se prête à cet exercice actuellement. Le gouvernement camerounais a inscrit l'élaboration de son rapport dans l'approche participative qui consiste à présenter le rapport qui intègre les préoccupations des populations à la base et le meilleur lien entre les populations et les institutions étatiques. C'est bien les organisations de la société civile parce qu'ils sont au quotidien en contact avec les préoccupations des populations, ils relaient leurs intérêts. Associée à cette démarche inclusive du gouvernement, la société civile se prête au jeu en espérant peser sur le rapport final. Le gouvernement essaie d'apporter une réponse dans ce rapport, mais nous allons davantage l'enrichir en apportant des éléments concrets de terrain pour lesquels le gouvernement devrait intégrer et promouvoir les droits de l'homme au Cameroun. Le dernier examen du rapport du Cameroun sur les droits de l'homme s'était déroulé le 1er mai 2013. À cette occasion, 171 recommandations portant entre autres sur le code de la famille, la protection des droits des enfants, la prévention de la torture, la réforme de la législation de la presse avaient été faites au Cameroun. 46 de ces recommandations avaient été rejetées et 5 avaient fait l'objet d'un accord partiel. L'examen de 2018 devrait être l'occasion de voir les progrès du Cameroun sur le terrain du respect des droits de l'homme. Dans le reste de l'actualité, c'est un triste record vécu à la Cité des immeubles située à Kotor dans le 5e arrondissement de Douala. Cela fait déjà 8 mois que les robinets sont à sec, 8 mois de pénurie inexpliquée d'eau courante. Malgré cette situation, des factures sont servies aux ménages courroucés de vivre un calvaire sans eau pour pouvoir assurer le bien-être de plusieurs familles. Reportage Donald Anouzoa. D'abord, la reconnaissance du terrain. On a l'immeuble A, B, C, R, Q, ST, non pas Le guide des services fait savoir que cela fait 8 mois que les robinets ont cessé de servir de l'eau aux occupants de ces habitations à loyers multiples situées au quartier Koto, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Avoir le précieux liquide au carrefour des immeubles est un véritable parcours du combattant. Comme vous voyez, on est obligé de se ravitailler à travers les bonbonnes et ce n'est pas du tout évident parce que vous savez, ça demande beaucoup d'efforts physiques et ça prend beaucoup de temps. La présence de ces installations montre que la société en charge de la distribution et de la vente d'eau au Cameroun continue de rentrer dans ses frais malgré la pénurie qu'elle impose à sa clientèle, obligée de régler ses quittances à fréquence mensuelle. Nous payons parce que nous disons justement que si on ne paye pas, ils vont venir retirer les compteurs. Et quand ils retirent les compteurs, il y a des procédures administratives qui prennent énormément de temps pour les remettre. Et non seulement ils pénalisent encore, ils pénalisent par des frais, les retraits des compteurs. C'est pour ça que nous payons, nous disons que bon, ça va aller. Mais nous constatons que la peine ne fait que s'empirer. Et là, on est en train de regarder comment faire justement pour ne plus payer. Malgré la gravité de la situation, les populations du lieu dit carrefour des immeubles gardent leur calme. C'est vrai, c'est une situation très très délicate. Déjà, envisager une marche, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tout simplement, je pense que nous, les jeunes et habitants de Kotor, nous pouvons essayer de trouver tous une entente, aller vers le chef service de la société d'eau, pour qu'enfin puisse trouver une solution par rapport à ça.
Le pâté d'immeubles affectés par cette pénurie d'eau jouxte les bureaux de la sous-préfecture de Douala 5e. Et c'est sur la base de ce voisinage que les populations espèrent voir le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e ramener de l'eau dans les ménages. C'est le grand malaise de l'éducation nationale, la précarité sociale des enseignants au Cameroun. Je vous le disais en titre, leurs conditions de vie et de travail sont à l'image du tableau noir sur lequel ils partagent leurs connaissances avec des élèves. À la veille de la Journée mondiale des enseignants, ils se confient à cœur ouvert dans ce reportage de Mitterrandam et Julingue Nyondé. Ils ont tenu à briser le silence et à parler de leurs conditions de travail. Eux, ce sont les enseignants des établissements scolaires privés et confessionnels. Interrogés sur leur situation, si certains font dans la langue de bois, d'autres n'hésitent pas à décrire les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier. Il y a toujours des couacs, il y a toujours ces manquements liés même au métier. Quand on regarde dans l'ensemble, l'enseignant n'est pas véritablement reconnu tel qu'il se doit. C'est pourquoi vous allez voir les enseignants presque clochardisés de gauche à droite parce qu'ils veulent, comment on appelle, arrondir le fin de mois. Lorsqu'on parle d'enseignants, on a le regard sur le secteur public, où on a des écoles de formation, où on a des profils de carrière, mais l'enseignement privé est à partir d'avoir un promoteur, quelqu'un qui investit, et il a du capital et il a besoin de ressources pour rentabiliser son capital. Et vous voyez donc que dans ce contexte-là, les intérêts économiques sont souvent contradictoires aux intérêts éducatifs. Des problèmes d'ordre salarial ou managérial auxquels sont confrontés les enseignants dans ces différents établissements scolaires entravent leur plein épanouissement. Revoyons un peu le thème. Enseigner en liberté et autonomiser les enseignants. Vous conviendrez avec moi que enseigner en liberté, il faut qu'on soit entouré d'un certain nombre de garanties, d'un minimum pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, ce qui n'est pas toujours le cas. Nos doléances sont à deux niveaux. Que l'enseignant du privé soit reconnu et un statut qui est proche de celui de l'enseignant du public. Deuxièmement, que le statut de l'établissement privé laïque soit revu. Que l'établissement scolaire relevant du secteur privé laïque ne soit pas relevé ou assimilé au statut des entreprises relevant tout simplement des conventions collectives. La Journée mondiale de l'enseignant, célébrée ce 5 octobre 2017, sous le thème « Enseigner en liberté et autonomiser les enseignants », est une occasion pour les seigneurs de la craie d'interpeller l'État sur la précarité dans laquelle ils vivent. Je crois que si le problème est déjà résolu à ce niveau-là, à l'intérieur, ça peut booster à ce que la situation d'enseignant évolue. Mais tant que l'établissement privé sera toujours assimilé à des structures relevant des conventions collectives, il y aura toujours des difficultés. Le fondateur ne sera pas un éducateur, mais un homme d'affaires. Vous l'avez suivi, l'autonomisation des enseignants reste une équation à 1000 inconnus au Cameroun. Malgré les réformes engagées dans le secteur de l'éducation, la problématique du statut de l'enseignant et son intégration à la fonction publique sont loin d'être résolues de façon complète. Des réflexions sont engagées sur les campus des lycées à la veille de cette journée mondiale des enseignants. Reportage Faral Bounia et Kate Diarra. La journée mondiale de l'enseignant, célébrée chaque 5 octobre depuis 1994, commémore l'anniversaire de la signature de la recommandation Organisation internationale du travail et de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant depuis 1966. Dans la capitale économique, certains établissements sont en plein préparatif. Si d'aucuns ont décrété toute une semaine d'activité, chez d'autres, à l'instar du lycée bilingue de Daïdo, 2 jours ont été choisis pour réfléchir sur la condition de l'enseignant au Cameroun. Au programme, quantité d'activités qui vont aller d'une séance de brainstorming. Il s'agira pour les enseignants de réfléchir sur le thème, de le disséquer et de tirer toutes les leçons pour que ça puisse être comme le socle de cette édition 2017. Passons par le sport et le défilé pour chuter en fin de compte sur une petite réjouissance entre collègues. Après ça, il y aura des matchs de football et handball entre personnel enseignant
associé à certains élèves également. Après le défilé, on va recevoir tous les personnels au sein du lycée Blaise Daïdo pour fêter à notre manière. Un peu plus loin, au collège Lagapé, la réalité n'est pas totalement différente. C'est une journée en fait de réflexion, c'est pas une journée d'activité ou de fête. Donc au cours de cette journée, nous allons nous arrêter un tout petit peu pour réfléchir autour du thème qui a été arrêté. Et il y aura il est prévu aussi quelques petites activités sportives pour qu'on puisse joindre l'utile à l'agréable. Au cours de cette journée de l'enseignant, les élèves seront appelés à rester à la maison, non pas pour flâner, mais pour réviser la première séquence, qui démarre la semaine prochaine. Pour les débordements observés les années antérieures, des mesures ont été prises afin de mettre les enseignants à l'abri des scènes d'humiliation. La chance qu'on a déjà, c'est de fêter dans nos lycées. On saura donc le moment venu arrêter la fête. Vous savez, lorsque le chef lui-même est là, il y a une certaine discipline. Donc, raisonnablement, autour de 18h ou 19h, on devrait mettre un terme à la fête. Pour les récidivistes, un appel à la conscientisation est lancé. C'est un message de responsabilité. Nous avons la charge en gros de la formation. Notre travail, c'est former l'être tout entier, c'est-à-dire pour qu'il soit un homme avant d'être un intellectuel et qu'il soit un intellectuel humain. Un avion hôpital est annoncé à Yaoundé pour la prise en charge médicale des patients atteints de diverses pathologies oculaires. Le seul hic, c'est la sélection de 235 bénéficiaires des soins médicaux sans une moindre campagne de sensibilisation des masses sur cette opportunité. Le gouvernement préfère s'appesantir sur les enjeux de cette mission Orbis qui débute dans quelques jours à Yaoundé. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ceux qui s'attendaient au lancement d'un recrutement de patients ont vu leur espoir s'estomper lorsque le ministre de la Santé publique a annoncé que la liste était déjà bouclée, fermant ainsi la porte à toute possibilité de faire partie des 235 patients qui seront pris en charge. Contrairement à Mercy Ships, il est important de rappeler que la mission Orbis n'est pas une campagne de soins de masse, mais plutôt une prise en main des personnels du domaine par leurs mentors. En effet, chaque apprenant a eu à recruter des cas difficiles dans son domaine, les a soumis et en a discuté en ligne avec son mentor. Les 235 malades qui seront donc pris en charge et qui sont concernés par la présente mission sont d'ores et déjà connus. Aussi me permettrez-vous d'insister, aucun recrutement de patients n'est organisé dans le cadre de la mission Orbis. Par conséquent, il n'est pas recommandé de se déplacer. Ils sont donc 235 patients qui vont bénéficier des soins ophtalmologiques pendant un mois, du 5 octobre au 7 novembre 2017. L'hôpital volant est attendu à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène le 5 octobre pour une prise en charge qui commence effectivement le dimanche 8 octobre sur les 3 sites qui ont été identifiés. D'abord, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène dans le Flying Eye Hospital, puis à l'hôpital central de Yaoundé et enfin le Maghrabi Aïko Cameroun Eye Institute de Bac. Au-delà des soins oculaires dont les patients vont bénéficier, la mission Orbis a également un volet formation. Ainsi, 78 apprenants, dont des médecins ophtalmologues, des infirmiers et des personnels biomédicaux, vont recevoir les clés d'une meilleure prise en charge en se frottant à leurs confrères de la mission humanitaire Orbis. Pour qu'ils acquièrent des compétences nécessaires pour le traitement à partir des techniques les plus récentes. Les 78 apprenants sont issus de nos hôpitaux de 2e et 3e catégorie et renforceront donc leurs connaissances en prenant en charge 235 patients qu'ils ont eux-mêmes déjà sélectionnés. Les formateurs sont des spécialistes de très haut niveau, venant d'horizons divers. Ils donnent bénévolement de leur temps pour aider à l'amélioration de la santé oculaire de nos populations.
C'est la 3e mission Orbis au Cameroun, après les expériences réussies de 1991 et de 2013. Le ministre de la Santé publique précise que cette mission Orbis s'inscrit dans le même cadre que l'opération humanitaire menée sur un bateau médicalisé où sont prises en charge les personnes atteintes de la cataracte à Douala. L'objectif du gouvernement est de lutter contre la cécité au Cameroun. À cet effet, je vous propose de suivre André Mamafouda, ministre de la Santé publique. Je voudrais rappeler que Mercy Ships a comme objectif premier de prodiguer des soins médicaux de qualité, essentiellement orientés vers les interventions chirurgicales de plusieurs types, et notamment la chirurgie de la cataracte. Mercy Ships compte donc opérer pendant près de 10 mois, près de 2900 personnes, je dis bien 2900 personnes, souffrant des cataractes bilatérales. Cataracte bilatérale, c'est-à-dire la cataracte qui touche déjà les deux yeux. Et a débuté donc le 20 septembre 2017 les sélections sur 2 sites à Douala, à savoir au niveau du village artisanal régional tous les lundis et mardis, au niveau du parcours Vita tous les mercredis et jeudis. Les interventions chirurgicales oculaires ont débuté le 2 octobre 2017. Au Cameroun, on estime à près de 200 000 le nombre de personnes aveugles. Il y a plus de 600 000 le nombre de personnes souffrant d'une baisse de la vue. Or, il est reconnu que 70 à 80% des cas de cécité sont soit évitables, soit peuvent être guéris. Une question tarot de l'esprit des Camerounais. Où sont passés ces matériaux préfabriqués pour la construction des infrastructures sportives destinées à abriter la CAN 2019 au Cameroun, attendue au mois de septembre 2017. Le premier bateau provenant de l'Italie n'est toujours pas arrivé au Cameroun. Pendant ce temps, l'effervescence est estompée sur les sites de construction des infrastructures à Garoua. Les entreprises des bâtiments et travaux publics sont encore à l'étape de l'évaluation des travaux à mener sur le terrain. En clair, les travaux piétinent sur certains sites où doivent être construits les infrastructures sportives, mais le gouvernement se montre toujours rassurant alors que le pays est engagé dans une course contre la montre pour organiser la CAN 2019. Joël Essengue et Ike Cyril. Il y a quelques semaines, l'on annonçait pour début septembre l'arrivée du premier bateau contenant les matériaux préfabriqués pour la construction du stade d'Olembe à Yaoundé. Mais à ce jour, le bateau n'est toujours pas arrivé. Les éléments préfabriqués qui vont être réalisés en Italie et acheminés par bateau en passant par Douala sont bien sûr commencés. Il y a eu un petit décalage dans l'acheminement des bateaux pour des raisons techniques. Et pour rattraper ce retard, l'entreprise Piccini a augmenté le nombre d'usines en Italie. Il y en avait 2 de prévues, aujourd'hui il y en a 3 sûres, une 4e certaine. Il en est du stade d'Olembe à Yaoundé, dont les travaux piétinent, comme du stade Omnisport Rumdi Adja de Garoua, dont les travaux de réhabilitation n'ont effectivement pas démarré. Le stade de Garoua, c'est un vieux stade, donc les infrastructures sont à réhabiliter, à rénover. L'état des travaux aujourd'hui, c'est que l'entreprise est en train de se mobiliser sur le chantier et à l'installation, au stade d'installation des chantiers. Les travaux, proprement dit, attendent l'approbation des études qui sont en cours de finalisation. Pour ce qui est du stade Omnisport de Limbe, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus. Les gradins seront couverts, mais pas entièrement. En ce moment, les tôles sont déjà au port. Donc d'ici quelques mois, Limbe sera fin prêt. Pas entièrement, je parle de la tribune principale. La tribune principale sera couverte à 80%. Le temps presse pourtant. La première mission d'évaluation de la CAF est annoncée au Cameroun dans les prochains jours. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique tire la sonnette d'alarme. La question des infrastructures sportives constitue un élément important. La première CAN à gagner par notre pays est celle des infrastructures. Car si en 2016, la compétition s'est déroulée sur 2 sites, en 2019, conformément au nouveau format
conférée à la CAF par la CAF, elle va se tenir sur 6 sites. Selon le cahier des charges de la Confédération africaine de football, les infrastructures sportives doivent être livrées au moins 3 mois avant le début de la compétition. Malgré le retard, les techniciens affirment que les délais seront respectés. L'avenir du franc CFA se joue ce mercredi à Paris, où sont réunis 14 ministres des pays africains qui utilisent la monnaie franc CFA et le ministre français de l'économie et des finances. À ce sujet, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sort de sa réserve et s'exprime sur le débat autour du franc CFA, cette monnaie critiquée de plus en plus sur le continent africain pour son impact sur le développement économique de 14 pays africains. Thiemoko Kone a accordé un entretien à Alain Foka, entretien à suivre autour de 21 h sur Equinox Télévision. D'abord, ce publie reportage dans ce journal. Des étudiants de l'école Odessi ont brillamment exposé leurs travaux de soutenance devant un jury d'experts. Il y a quelques jours, des professionnels qui sont désormais sur le marché de l'emploi. Reportage. L'Organisation pour le développement des échanges et du commerce international, en abrégé Odessi, de par cette soutenance des rapports de fin de formation professionnelle, mais une fois de plus à la disposition des entreprises, une main-d'œuvre qualifiée et prête à l'emploi. Disons que cette formation, je suis satisfait dans l'ensemble, parce que les apprenants qui sont en train de soutenir aujourd'hui font preuve de la maîtrise du métier. Parce que nous ne formons pas pour le diplôme en tant que tel, mais nous les préparons pour un métier. Ils sont formés pour directement être opérationnels sur le terrain. Et pour confirmer les propos du top management d'Odessi, les apprenants, dans un exercice de circonstance, vont de manière succincte restituer les connaissances acquises dans des domaines touchant à la fois la douane, le transit et la fiscalité. Mon thème de soutenance portait sur les formalités en cours de route dans le cadre du transit communautaire, qui regroupe ici toutes les formalités au bureau de départ, premièrement, en cours d'acheminement et puis au bureau de sortie. Et ça se passe dans les différents checkpoints. Il m'a été donné de présenter, de défendre le projet sur les réformes intervenues dans la loi de finances 2017 en matière de fiscalité locale, cadre de la contribution de la patente. Donc, et déjà, on va dire que la plus grande réforme, c'est l'attestation de non-rédévance qui vient remplacer ainsi le titre de patente. Le thème ayant fait le choix ce matin, c'était les exemptions douanières à l'importation. Nous savons que les gens pensent toujours qu'en douane, tout le monde doit toujours payer, mais on voudrait montrer qu'en douane, ce n'est pas toujours toutes des marchandises qui payent. La présence d'Odessi dans le champ de la formation professionnelle répond à un impératif conjoncturel posé comme préalable à cette jeunesse qui souhaite ajouter sa pierre à la construction de l'édifice Cameroun. La formation de nos jours est devenue capitale pour l'emploi. Je pense que ce qui fait la différence quand vous déposez votre CV, c'est ce que vous savez faire concrètement. Les apprenants, d'une voix chargée d'émotion, évoquent leur passage à Odessi. Nous avons fait un an plein de formation et je puis vous rassurer que l'Odessi reste le meilleur centre. Après 17 ans de formation professionnelle bâtie sur du roc, l'Odessi a donné naissance à l'Institut supérieur des formations appliquées, en abrégé ISFA, qui ouvre ses portes dès la prochaine rentrée académique. L'Odessi a donné naissance à l'Institut supérieur des formations appliquées, dont nous avons franchi un pas décisif vers l'enseignement supérieur. Ce que nous faisons déjà dans le cadre de la formation professionnelle, nous voulons le faire en enseignement supérieur. Odessi est un centre de formation professionnelle agréé qui offre depuis 2000 des formations dans les filières douane transit, transport et logistique, fiscalité, instrumentation, infographie, comptabilité informatisée et gestion, secrétariat bureautique, maintenance informatique, système et réseau informatique. Le corps enseignant, constitué de professionnels minutieusement sélectionnés dans les milieux professionnels privés et publics, offre aux apprenants des enseignements essentiellement pratiques et adaptés aux besoins du marché. Et c'est pourquoi, aussi bien à l'Odessi qu'à ISFA, il y a une formule mathématique consacrée, à savoir Odessi plus apprenants motivés égale emploi, ISFA plus étudiants motivés égale emploi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas l'un de nos principaux rendez-vous
Ce soir, la sortie du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Thiemoko Kone, qui sort de sa réserve et s'exprime sur le débat autour du franc CFA, cette monnaie commune à 14 pays africains, très critiquée pour son impact négatif sur le développement économique de ces pays africains. Le gouverneur de la BCAO a accordé un entretien à Alain Foka, entretien à suivre autour de 21 h sur Equinox Télévision, mais juste avant l'émission Actu Santé, et autour de 21 h 30, 237 le débat sur Equinox Télévision. Bonne soirée sur cette même antenne.